Dans un instant, santé à la une, sexualité, attention fragile. Adieu les nettoyants machos. Une nouvelle Ajax arrive. Ajax formule auto-active. Relaxez-vous, c'est lui qui s'active. Tout seul déjà, il efface le gras. Sans effort et sans rincer, jamais le sol n'a tant brillé. Et vive Ajax, vive la liberté. C'est ici, sur ces hauteurs inaccessibles, où la nature est préservée, que Jacques Vabre est venu chercher des arabicas d'une rare pureté. Ces arabicas, Jacques Vabre les a sélectionnés pour Nectar. Nectar de Jacques Vabre, l'arabica à l'état pur. Je regardais mon père avec de grands yeux. Des yeux pleins de joie. Des yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous vaches qui rient. Sacré vache qui rit. Chez Ford, c'est la quinzaine de l'économie. La Fiesta Scoop Diesel 3 portes à 60 900 francs. Je prends. Les Escort 1800 diesel au prix de l'essence et des crédits exceptionnels. Je prends. La quinzaine de l'économie chez Ford, vous allez en entendre parler. Johnson présente Canard dans Canard contre les microbes. Canard WC Gel est une arme redoutable qui détartre, désinfecte, désodorise vos toilettes. Il ne laisse aucune chance aux microbes. Canard WC, la terreur des microbes. Découvrez l'efficacité du déodorant Obao fraîcheur sèche. Sec, il est sans alcool. Sec, il évite la sensation d'humidité. Sec, il est efficace jusqu'au soir. Obao fraîcheur sèche, en atomiseur et en stick. Obao préserve la couche d'ozone. C'est plus économique, c'est toujours la propreté Bonux. Ce sont les éco-recharges Bonux. Poudre ou liquide, Bonux. La propreté toujours plus, au prix toujours juste. Aujourd'hui, c'est clair. Cette transparence, c'est le shampoing Le Chat. Shampoing Le Chat, la transparence tout en douceur. Il y a les comtés qui volent, il y a les comtés bavards, il y a les comtés hypnotiques. Tac, tic. Il y a les comtés qui ne savent parler d'amour, les comtés qui décoiffent, les comtés inspirés. Il y a les comtés pour deux. Et il y avait là les comtés surdoués, studieux. Comptez le talent au bout des doigts. Et toi, tu sais comment elles font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes au culot de course. On va voir les vaches? Moi, j'ai choisi la perfection. Rouge Sublime de L'Oréal Perfection. Un soin complet pour mes lèvres. Rouge Sublime, innovation de la recherche L'Oréal. Une trame filmogène souple, riche en actifs nutritifs. Résultat, un confort immédiat, une couleur éclatante et durable. Des lèvres réparées, hydratées, protégées longtemps. Pour moi, c'est ça la perfection. Rouge Sublime de L'Oréal Perfection. La perfection du maquillage, le soin en plus. Prévoir et Carré présente le kilo malin. Pourquoi malin? Chez nous, on est sérieux, pas malin. 1 kilo divisé en 4 pour être plus pratique. Tu vois, on n'a pas qu'à eux aussi se mettre en 4. Non, c'est malin. Pas Prévoir et Carré en kilo malin. Si on avait été des femmes, on y aurait pensé plus tôt. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Connaissez-vous le charme de la famille Groseille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Joyeux anniversaire. Merci les enfants. C'est lundi, c'est ravioli. Connaissez-vous la classe de la famille Le Quesnoy? Connasse. La vie est un long fleuve tranquille. Enfin, pas pour tout le monde. Et quand le destin zigzague,
on est bien obligé de s'adapter. Ils ont refilé le fils du directeur de l'EDF. Je sais pas ce que vous y avez fait, mais elle vous déteste. Téléphone. Marcel Groseille à l'appareil. Vous avez pas vu mes 40 bars? Un irrésistible choc des cultures. Et enfin, que se passe-t-il? La vie est un long fleuve tranquille, mardi 20h50 sur TF1. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman. Révérend, comment faites-vous pour vivre dans une si petite ville, tellement à l'écart de la vie trépidante du XXe siècle? Cassette pirate! Quand la folie du rock s'empare d'une petite ville, difficile de lui résister. On va faire une fête et on va danser. Il n'y aura pas de fête. Pourquoi? Il y a une loi qui l'interdit. Hé, change un peu de ton, tu veux? La fièvre du rock'n'roll, Footloose, mardi 22h35 sur TF1. TF1 présente, avec le magazine de la bonne santé, Top Santé, Santé à la une. Être plus d'un an sans avoir une relation sexuelle. Est-ce que vous en souffrez de ça? Maintenant, oui. Maintenant qu'il y ait des mois, oui. Parce que, c'est surtout depuis donc, cette dernière expérience, c'était bien. Donc c'est vrai qu'on a envie que ce qui est bien, on a envie que ça continue. Donc si ça s'arrêtait, on a envie que ça se renouvelle avec un autre. Mais c'est vrai que précédemment, oui, je pouvais rester, je suis restée... Je peux même parler en année sans personne. Et bon, ça se passait plus ou moins bien en certaines périodes, mais bon, j'allais bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que je vois quand même le temps passer très très vite. Je ne fais pas la course à l'homme, mais je me dis que, bon, à la fin d'année, si je suis encore toute seule... peut-être qu'il y aura à nouveau un déclic et je me dirai, bon, là, qu'est-ce qui ne va pas? On peut dire que vous n'avez pas ou pratiquement plus de vie sexuelle depuis combien de temps, alors? Je dirais une vie sexuelle vraiment satisfaisante depuis au moins 3 ou 4 ans. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer quand même une vie heureuse de couple et donc vous installer dans une absence totale de sexualité, non plus sur 2 ou 3 ans, mais sur peut-être 15 ans, 20 ans? Oui, pourquoi pas. À partir du moment où intellectuellement le couple fonctionne bien, je pense que à la limite, on peut faire l'impasse. Il n'y a pas de raison, si on s'entend bien, si on est... On peut faire l'impasse sur une sexualité très ralentie, voire nulle. Et pour autant, vous avez... là aussi, vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous avez le sentiment d'être un homme comme les autres, comme vos collègues de travail. Tout à fait, oui. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose à votre masculinité? Non, pas du tout. Non, je me sens très très bien dans ma peau. Vous en souffrez de cette situation? Complètement. C'est devenu, c'est un peu mon drame, quoi. J'en fais peut-être une montagne maintenant parce que ça me concerne moi, parce que
c'est injuste, mais j'en souffre énormément parce que pour moi, maintenant, le rapport sexuel, c'est un peu lié à ça. Tout de suite, ça se déclenche. Pour moi, pénétration, ça rime un peu avec douleur alors que je refuse pas pour moi, l'amour, c'est beau. Mon petit ami a su me faire aimer ça et c'est un peu malgré moi. Je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment commencé à avoir des désirs, à vouloir concrétiser mes désirs vers les 22-23 ans. C'est quand même assez tardif. À quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle? C'était à 23 ans. Et ça s'est passé dans quelles conditions? Ça s'est pas tellement bien passé parce que c'était avec une prostituée, c'était très rapide. J'en ai pas un mauvais souvenir, mais bon, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Ça s'est pas vraiment bien passé. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir ce soir dans d'ailleurs un nouveau décor pour Santé à la Une pour cette année 93. Et puis bonsoir Anne. Bonsoir Robert. Je crois que vous n'avez pas passé de mauvaises vacances. Je crois que vous non plus, je crois que c'était pas mal pour vous. Pas du tout. Mais maintenant c'est sérieux, on recommence. Voilà. Bon, donc après les festivités de l'été, numéro de rentrée de Santé à la Une, un numéro qu'on a décidé avec Anne de consacrer à la sexualité. Alors je sais bien que certains d'entre vous diront la sexualité encore, eh bien oui encore, parce que si on en parle beaucoup, c'est vrai que si on écrit beaucoup sur la sexualité, elle garde aussi beaucoup de mystères, et un mystère qui provoque quantité d'interrogations et génère encore pas mal d'angoisse. Alors ce soir précisément, on va voir quelques-unes de ces interrogations et de ces angoisses à travers une période que peut-être certains d'entre vous ont connue, qui est une période de vie sans sexualité, ce que nous avons appelé, Anne et moi, la traversée du désert. Ça. Absolument, Robert. Et je dirais que si même on a fait cette émission, moi je me rappelle souvent des propos d'une femme de 50 ans qui d'ailleurs est très jolie et qui disait sans arrêt « Ma vie est un désert ». Alors je crois qu'on est tous plus ou moins à un moment donné de sa vie, on peut être confronté à ce qu'on appelle effectivement cette traversée du désert. Alors, je dirais que ça peut commencer à l'adolescence. Il suffit qu'une première fois se soit mal passée. Vous l'avez vu dans le générique, c'était le cas d'un jeune homme. Et après peut s'installer une sorte d'inhibition, c'est-à-dire la peur des femmes pour les hommes ou réciproquement. Ça peut être aussi des célibataires. Alors au départ, le célibat, on le choisit. C'est une façon de vivre, on est plutôt bien. Et puis les années passent. Cette situation perdure et effectivement les rencontres se font de plus en plus difficiles et la sexualité s'espace. Ce peut être aussi après la quarantaine ou après la cinquantaine, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. C'est peut-être aussi, je le disais, pour les femmes à la période de la ménopause qui, on le sait pour nous, est une période toujours délicate. Bref, des situations de ce genre, des passages à vide qui ne sont pas forcément inéluctables mais qui existent et on peut en souffrir. Comment, je dirais, surmonter, parce que je crois que ça crée des perturbations psychologiques, en tout cas rarement on le vit bien, et nous allons voir ce soir comment effectivement on peut se sortir de ces moments difficiles, car on le sait tous, quand ça nous arrive, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de se confier et on se retrouve dans une solitude affective qui n'est pas toujours très très amusante. Bon, alors justement on va en parler, et avec de nombreux invités, des médecins, des psychiatres, des sexologues, qui d'ailleurs, si vous êtes des habitués de Santé à la Une, vous allez les reconnaître, parce qu'eux aussi ce sont en général des habitués de Santé à la Une, et on les remercie d'être avec nous ce soir. Il y a des hommes, il y a des femmes, plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Oui, là ce soir effectivement, les femmes sont pas un hasard dans ce domaine, je ne sais pas. Les femmes sont à l'honneur. Je crois que c'est assez bien réparti. Bon. Alors je vais commencer effectivement par un homme qui est donc juste à côté de moi, le docteur Patrice Cudichot. Vous êtes sexologue à Rennes et je rappelle que vous avez écrit dans la collection Santé à la Une aux éditions TF1 Harmonie et sexualité avec un de vos confrères qui s'appelle Éric Dietrich. Le docteur Anne de Kervas-Doué, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom parce que j'avais très peur de l'écorcher. Vous êtes gynécologue.
sexologue à l'hôpital Savason-Paul à Paris. Et vous avez écrit un ouvrage il y a déjà un certain temps, mais qui fait encore référence, en tout cas pour les femmes, qui s'appelle Questions de femmes aux éditions Odile Jacob. Le docteur Frédéric Hédon, vous êtes sexologue à Paris. Alors vous avez édité un certain nombre de cassettes vidéo. Nous ne les avons pas là, mais vous pourrez en parler. Le docteur Renzo Barasso, vous êtes gynécologue et vous êtes aussi à l'hôpital Bichat. Le docteur Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue. Il me semble que vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Des mots pour le dire. C'était un joli titre d'ailleurs. Et vous êtes à l'hôpital Cochin. Enfin, le docteur Mireille Benyerbal, vous êtes sexologue, psychiatre à Marseille, auteur aussi d'ouvrages, en tout cas chez les professionnels. Et le docteur Marie-Hélène Colson, également sexologue et également à Marseille. Vous voyez, Robert, Marseille est largement représenté ce soir. Voilà, alors mesdames, messieurs, on se retrouve dans un instant. On va d'abord faire une petite pause de publicité. Et puis, donc, d'ici quelques instants, on va évoquer l'un des cas dont parlait Anne tout à l'heure. En général, c'est une situation qu'on choisit au début, on trouve ça plutôt bien, plutôt agréable, parce que c'est une façon de vivre sa liberté complètement, c'est le célibat. Et puis, au fil des années, ça peut devenir beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile à vivre. Et dans ce cas, comment gérer cette solitude affective qui peut se déclarer? C'est ce que nous verrons dans un instant, après la publicité. L'uranium au service de l'électricité. Cogema, la matière première du nucléaire. Le petit grillé de verre est si rond, si blond, si bon qu'il donne du plaisir, même à ceux qui n'en mangent pas. Petit grillé de Debert, le petit pain craquant de Debert, naturellement. Moi, Euro Disney, je veux le maximum, mais j'ai un budget minimum. Alors, Euro Disney, c'est le royaume où tous les souhaits se réalisent. Pour 495 francs par personne, offrez-vous une journée de magie non-stop. Plus un repas dans le parc, plus une nuit de rêve dans un des hôtels d'Euro Disney. Pour 495 francs, vous en aurez vraiment pour votre argent. Appelez vite ce numéro ou contactez votre agence de voyage pour profiter de cette offre exceptionnelle. Dernière ligne droite avant la rentrée. La stratégie minceur. Avec Effie, elle est belle sans y penser. Un peu d'effet, beaucoup d'effets. Parce que vous avez su attendre la voiture qui répond à toutes vos exigences, vous avez notre accord. Nouvelle Honda Accord. Insonorisation parfaite. Volupté du silence. Airbag conducteur. Sentiment de sécurité. Technologie de la Formule 1. Sensation de supériorité. 16 soupapes injection. Impression de puissance. Système de freinage ABS. Certitude de maîtriser. Direction assistée. Plaisir de conduire. Nouvelle Honda Accord. Même son prix vous aura donné raison d'attendre. Jusqu'où ira Honda? Même quand le blanc est aussi sale que la couleur, pas besoin de lessive. J'ai le nouveau Supercroix Formule Biactive, blanc, couleur. Une seule lessive pour un blanc irréprochable et des couleurs lumineuses. Faites confiance au nouveau Supercroix. Du blanc à la couleur, Supercroix, la propreté en toute confiance. Supercroix Formule blanc couleur existe aussi en compact liquide. Pourquoi faire votre vidange chez Midas? Parce que c'est sans rendez-vous. C'est pas pour le prix. Le prix, oh non. Midas, on n'est pas premier pour rien. Plugins, branchez-le. Hé, ça marche. Branchez-le, branchez-le. Plugins, c'est facile. Plugins pour 30 jours de fraîcheur parfumée. Plugins de Breeze. Breeze, changez d'air. Pur, sans savon, sans colorant, hypoallergénique. Voici Neutralia Dermoprotecteur, le nouveau gel douche des laboratoires Garnier. Pur, de pH neutre, Neutralia n'irrite pas la peau. Sans savon, anticalcaire, Neutralia lave sans dessécher.
Ma peau est lisse, douce, bien hydratée. Nouveau gel douche Neutralia dermoprotecteur, garanti par les laboratoires Garnier, pour le respect et la santé naturelle de la peau, même sensible. Mon épéda. Je veux mon épéda. Épéda multispire. C'est difficile de s'en passer. Pourquoi t'as dormi là, mon chéri? Sacrée soirée avec le magazine de télévision Télé Loisirs. On reprend ses habitudes, c'est la rentrée. Alors, pour ne pas déprimer, C'est la fièvre du mercredi soir. Bonne soirée. Michel Leb, Va dormir, va te coucher tôt. Smile. Oh, y a pas à dire, je suis beau. Sacrée soirée, un plateau exceptionnel de variété, accompagné du grand orchestre de René Cole. Ça va être formidable. De nouvelles rubriques plus surprenantes les unes que les autres. La rentrée est placée sous le signe de la nouveauté et du rire avec Sacrée soirée, mercredi 20h50 sur TF1. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé, retrouvez le dossier du mois de Santé à la Une. À 17 ans, j'ai eu un grand idéal parce que bon, j'étais folle amoureuse d'un jeune homme qui était plus âgé que moi et que j'avais beaucoup de mal à approcher. Donc il y avait des petits handicaps. Bon, ouais. Et puis ce qui est très marrant, c'est que du jour où ça s'est fait, ça n'a duré que 3 mois. Ça a été le premier homme de votre vie sexuellement aussi? Non, non, quand ça s'est passé avec... Et heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas été le premier parce que c'était catastrophique, quoi. Je dirais la première fois avec un homme comme ça, on n'y retourne plus, quoi. Non, mais c'était vraiment... ça ne s'est passé d'ailleurs qu'une fois. Je n'ai pas pu renouveler parce que c'était... Je ne vais pas employer un mot qui est trop fort, mais c'était quand même à la limite d'un viol, mais pas un viol physique. Pour moi, c'était mon rêve, c'était mon idéal qui était détruit, quoi, qui était cassé. Mais est-ce qu'à partir de là, vous vous êtes fait une image des hommes et une image de la sexualité peut-être différente? Est-ce que cette déception a eu des conséquences sur la manière dont vous alliez aborder les hommes après? Oui. Oui, c'est que après j'y mettais énormément de réserve. J'étais beaucoup plus réticente, quoi. Et au niveau de l'acte sexuel, j'avais beaucoup de mal à me libérer dans les premiers temps. Et j'ai eu la chance, donc, ensuite de rencontrer quelqu'un qui était très patient, qui lui, bon, m'a fait vraiment... ça a pris un certain temps, mais il m'a fait découvrir l'amour dans son sens, comment dire, théorique et bon, sur le plan sexuel différent. Car entre cette première relation, enfin entre cette relation sexuelle avec cet homme qui était l'amour de votre vie et l'homme qui est arrivé après dans votre vie, je ne sais pas combien d'années après, il s'est passé un certain temps sans sexualité. Oui. Oui, il y a eu des plages qui pouvaient atteindre jusqu'à 6 mois, même au-delà. Et depuis, oui, au-delà, c'est arrivé. J'ai pu être plus d'1 an sans avoir une relation sexuelle. Est-ce que vous en souffrez de ça? Maintenant, oui. Parce que, c'est surtout depuis donc, cette dernière expérience, c'était bien. Donc c'est vrai qu'on a envie, que ce qui est bien, on a envie que ça continue. Donc si ça s'est arrêté, on a envie que ça se renouvelle avec un autre. Mais c'est vrai que précédemment, oui, je pouvais rester, je suis restée, je vais même parler en années, sans personne. Et bon, ça se passait plus ou moins bien en certaines périodes, mais bon, j'allais bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que je vois quand même le temps passer très très vite. Je ne suis pas là. Bon, je ne fais pas la course à l'homme, mais je me dis que, bon, à la fin de l'année, si je suis encore toute seule, peut-être qu'il y aura à nouveau un déclic et je me dirai, bon, bah là, qu'est-ce qui ne va pas?
Est-ce que c'est difficile de rencontrer des hommes aujourd'hui? Pour moi, oui. C'est vrai que je ne provoque pas non plus les situations où je pourrais rencontrer des gens célibataires, ça c'est sûr. Parce que vous n'êtes pas encore totalement prête ou... Certainement, oui. Vous vous projetez dans l'avenir avec un compagnon régulier? Oui. Oui, je n'ai pas fait vœu de célibat et oui, je ne veux pas terminer ma vie toute seule. Vous êtes actuellement célibataire? Tout à fait. Est-ce que vous l'avez toujours été? Oui, malheureusement, mais pas par choix, en fait. Problème de circonstances. Très qui fait qu'à votre avis, vous n'avez jamais réussi réellement à former un couple? La raison est très, très précise. C'est que toute ma vie, je n'ai rencontré que des hommes mariés. Alors justement, où en est votre vie aujourd'hui? Ma vie aujourd'hui, je dirais... Vous êtes totalement seule? Vous avez un compagnon? J'ai un ami depuis 2 ans et demi, que je vois régulièrement, 2 fois par semaine. Qui est donc marié? Qui est donc marié, qui a des enfants, qui a une vie familiale, qui divise relativement bien sa vie en 2. Sa vie de famille et sa vie avec moi. Mais je dirais que c'est difficile à vivre, dans le sens où ce sont des morceaux de vie. Est-ce que vous souffrez de ne pas choisir les moments justement d'intimité, de relation avec sûr. Est-ce qu'on en souffre beaucoup? Oui, on en souffre. J'en souffre et lorsque j'ai l'opportunité ou le bonheur d'avoir, je dirais, 3 jours qui se suivent ou 4 jours avec mon ami, en fait, c'est fantastique. On fait tout pour que tout se passe bien pendant ces 4 jours. Parce que c'est 4 jours précieux. Ne serait-ce que d'avoir une nuit entière, de pouvoir partager le petit déjeuner du matin, d'avoir une impression d'une vie normale. C'est une impression. Parce qu'en fait, malheureusement, il faut rentrer chacun chez soi au bout de plusieurs jours. Et là, c'est le cœur qui se serre, mais il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Est-ce que sur le plan de votre propre sexualité, vous estimez que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez la sexualité que vous aimeriez avoir à l'âge que vous avez? Non. Non, je pense qu'il y a une insatisfaction dans le sens où à partir du moment où on a des relations avec un homme marié, c'est-à-dire qui n'est pas disponible, je dirais à 100%, c'est trop programmé. Mais le fait d'avoir une vie sexuelle un peu programmée, est-ce que pour vous c'est épanouissant? Est-ce que pour une femme c'est épanouissant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où il y a des moments, par exemple, dans l'existence, où on aurait envie d'avoir des relations avec l'homme que l'on aime, mais il n'est pas là. Donc là, c'est frustrant. Donc on ne peut pas s'épanouir, si vous voulez, en étant frustré. Mais à côté de cela, je dois dire qu'au fil du temps, on acquiert quand même une certaine... je ne dirais pas qu'on s'agit, mais on acquiert peut-être une certaine sérénité quand même. Il peut rester des périodes relativement longues où vous ne le voyez pas, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a... La période notamment des vacances, puisque moi je pars moi-même... bon, quand il y a, par exemple, je dirais des périodes de 3 semaines, c'est le grand maximum. Et comment vous le vivez, ça? Comment vous le ressentez? Pas toujours très bien. Même parfois assez mal. Mieux maintenant, mais dans le sens où pendant 3 semaines, je me passe de relations sexuelles, puisqu'il n'est pas question pour moi d'aller ailleurs. En aucun cas, ça ne m'effleure même pas. Et vous pensez que vous allez rester... C'est l'homme de votre vie? C'est l'homme d'un moment? Il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Comment vous voyez votre vie? Je ne sais pas. Je ne veux pas trop y penser. Dans le sens où, à chaque fois que je me suis posé cette question, en me disant, bon, c'est fini maintenant, fais une vie normale. Pour toi-même, pour ta famille, déjà pour soi-même. Fais une vie normale. Et à chaque fois, j'ai recommencé. Toujours à rencontrer des hommes mariés. En me disant... Elle vous fait pas peur, cette vie normale? Est-ce qu'autour de vous, vous avez des exemples qui vous ont rassuré ou plutôt inquiété? Je dirais que ça m'a quand même inquiété, entre guillemets, dans le sens où je m'aperçois que la majorité des gens qui sont mariés, qui vivent en couple, donc mariés, au bout d'un certain temps, il se crée quand même une forme de lassitude, que l'on veuille ou non. Cette lassitude, c'est quand même quelque chose qui vous fait peur. Le quotidien, la lassitude. Oui, parce que je pense qu'il faut toujours garder le côté de l'étincelle, de la découverte de l'un de l'autre. Et il y a des choses du quotidien qui sont très agréables. Mais peut-être que quelque part, inconsciemment, il y a quelque chose qui m'effraie dans ce quotidien.
Voilà, alors encore une fois, bien sûr, il n'est pas question d'associer le célibat à l'ennui, à la solitude, bien au contraire. On sait bien, on en parlait avec Anne tout à l'heure, que dans bien des cas, le célibat est quelque chose de tout à fait choisi, que c'est une façon de vivre sa liberté. Bon, très bien. Mais on a aussi constaté que le célibat pouvait aussi devenir, au fil des années, une contrainte, et ce qui était vécu comme un choix au départ devient quelque chose de difficile ensuite à vivre, avec des périodes de traversée du désert sur le plan affectif, sur le plan sexuel, etc. et débouche finalement sur une certaine forme de solitude. Donc on va en parler du célibat, mais avant de parler de la vie des célibataires et de tous ceux, des millions d'hommes et de femmes qui sont seuls, pas seulement comme célibataires, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont perdu leur conjoint, leur partenaire, à la suite d'une séparation douloureuse, etc. Avant de parler de ces millions d'hommes et de femmes, moi je voudrais quand même poser une question tout à fait générale, mais ces traversées du désert dont on va parler donc, tout au long de ce numéro de Santé à la Une, est-ce que c'est courant, est-ce que c'est fréquent dans notre vie à nous, dans la vie de chacun, de tous les hommes et de toutes les femmes finalement? Monsieur Wimoun. Oui, c'est quelque chose que l'on rencontre assez souvent en consultation comme une plainte, puisqu'en fait c'est un célibat forcé, comme la personne qui témoignait tout à l'heure. Il faut quand même sociologiquement repérer qu'il y a de plus en plus de célibataires, d'une part parce que les gens se marient plus tard, et d'autre part parce que les gens divorcent plus tôt. Ce qui fait qu'il y a un pool de personnes, entre guillemets, libres, beaucoup plus grand. Et si on va dans une tranche d'âge beaucoup plus âgée, autour de la soixantaine, alors là, il y a le problème du veuvage dont vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi le problème éventuellement de séparation et parfois plus difficile à rattraper. Mais ça, c'est un autre problème qu'on abordera sans doute. On rencontre, je crois, de plus en plus aujourd'hui, et on l'a vu aussi également tout à l'heure dans les témoignages, des jeunes femmes de 30 ans, 35 ans qui ont choisi effectivement le célibat pour des raisons de liberté, de vie peut-être plus agréable, et puis arrive 35 ans, et là les rencontres se font de plus en plus difficiles, et souvent il y a problème de sexualité. Est-ce que ça, effectivement, ce sont des cas que vous rencontrez assez souvent, et qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vais répondre là, c'est très clair. Je trouve que j'ai une grande partie de la clientèle féminine, enfin une grande partie, j'ai jamais fait de pourcentage, c'est pas un sondage, mais dans ma clientèle à moi, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont dépassé, je dirais un chiffre, ça fait très médical, j'allais dire 33. Mais bon, un peu plus de 30 et pas encore 35. Donc ça doit faire à peu près ces tranches d'âge qui viennent parler de solitude et de désert. Alors là, vraiment, c'est sûr. Ça n'a pas été désert sexuel au début. Il y a eu des relations sexuelles. Il y en a encore d'ailleurs souvent de temps en temps, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de construit. Et il y a un moment où elles le vivent mal. Et je vais ajouter quelque chose qui me frappe quand même, c'est que souvent ce sont des jeunes femmes qui ont un métier intéressant, qui sont plutôt mignonnes, enfin qui sont plutôt bien dans leur peau. Et je suis étonnée par le nombre d'entre elles qui en arrivent à passer par des annonces. Alors, trouver un compagnon. Elle disait même d'ailleurs en souriant, c'est pas une course à l'homme, mais ça devient un petit peu ça. Et est-ce que là, ça ne pose pas justement des problèmes au moment des rencontres et au niveau de la sexualité? Oui, puis alors après, il y a une espèce de phénomène qui se passe, c'est-à-dire que dans l'idée d'une rencontre et de déboucher sur quelque chose, eh ben, on devient timide. On perd un peu de spontanéité qu'il y avait au départ. C'est sûr, hein, c'est passé 30 ans, c'est très bien vécu jusqu'à 30. Après, ça commence à être moins instable et ensuite, il y a une inquiétude. Et là, on rencontre un autre problème, c'est la phobie de l'homme, c'est-à-dire la peur de l'homme. Tout à l'heure, on parlera sans doute de la peur de l'homme qui a peur des femmes. Mais quand une femme attend beaucoup une relation durable, elle va être, plus elle aura attendu et plus lors de cette nouvelle relation, elle va beaucoup demander. Et devant tant de demandes, il va avoir peur et il fuira. Alors justement, on va voir si on peut se passer de relations sexuelles sans que pour cela il y ait des conséquences psychologiques importantes. En tout cas, comme à l'accoutumée, selon un sondage réalisé par l'IFOP avec Top Santé, une majorité de personnes interrogées pensent que les femmes peuvent beaucoup plus facilement que les hommes se passer de relations sexuelles. Donc pour les femmes, il s'agit de 66%, alors que les hommes, c'est seulement 8%. Alors est-ce qu'on peut effectivement, Madame Benierval, le docteur Cudichot, se passer de relations sexuelles sans conséquences psychologiques? Et ensuite on verra pourquoi tant de femmes pourraient s'en passer. Je crois qu'on peut se passer de relations sexuelles sans forcément de conséquences psychologiques majeures, si c'est un choix. Je me rappelle le cas d'une femme qui avait 70 ans qui est venue me consulter. Eh bien, elle avait 4 enfants, elle avait eu 4 rapports sexuels dans sa vie. Uniquement pour ses enfants? Exactement. Et donc elle venait me voir à 70 ans en quelque sorte
pour me demander plus ou moins autorisation d'avoir un amant, en quelque sorte, hein, parce qu'elle pensait quand même un petit peu à elle à ce moment-là. C'est un cas tout à fait spécifique, là. C'est vrai que très souvent, les femmes se passent beaucoup plus facilement de rapports sexuels que les hommes, et c'est d'ailleurs un sujet de consultation très fréquent, qui fait que soit les hommes viennent amenant leur femme en consultation, disant docteur faites quelque chose parce que moi je vais être obligée d'avoir une relation extra-conjugale, ou bien la femme vient en disant j'ai peur que mon mari m'abandonne, il faut aussi que vous fassiez quelque chose. C'est vrai que les hommes, eux, n'ont pas ce problème-là de désir de manière aussi Mais vous, accusée. en tant que femme sexologue, Frédéric Hédon, Mireille Pellier-Mal, Marie-Hélène Colson, est-ce que ça vous surprend ou il y a une explication? Je veux dire qu'après tout, est-ce que nous les femmes, on n'a pas une sexualité peut-être un peu plus affective, un peu plus psychologique, un peu moins physiologique? Oui, ce que l'on pourrait dire justement, c'est que pour les femmes, c'est la relation qui compte bien plus que le côté physique de la relation sexuelle. Hein. Les femmes insistent toujours sur le côté affectif, ça se passe dans la tête et dans le cœur avant de se passer ailleurs. Alors que pour les hommes... Alors les hommes, le cœur compte beaucoup pour l'homme aussi, mais c'est vrai qu'il peut se dissocier beaucoup plus facilement. Il peut se dissocier beaucoup plus facilement, et d'ailleurs une des difficultés dans une relation conjugale, même naissante, c'est justement d'être en harmonie, cœur à cœur d'abord et corps à corps ensuite. Moi, je voudrais quand même revenir sur la question d'Anne du début, parce que je trouve que vous êtes passé un petit peu facilement et un peu rapidement par la pirouette qu'a fait le docteur Coudichio sur sa patiente de 70 ans. Parce que quand Anne demande si on peut vivre sans sexualité, sans dommages et sans conséquences psychologiques, dont acte, vous avez dit qu'on peut vivre. Mais est-ce que pour autant une majorité de gens peuvent vivre comme ça? Parce que chacun autour de soi connaît des dizaines d'amis qui disent « Oh là là, moi je m'emmerde et tout, et je ne fais plus l'amour, c'est pas possible, que ce soit des hommes, des femmes, etc. » Il y a aussi ces expressions populaires, alors est-ce qu'elles n'ont aucun sens? Les frustrés, les aigris, pour ne pas dire autre chose, vous voyez à quoi je pense. Est-ce que tout ça n'a aucun sens, ou est-ce qu'au fond, vous passez quand même un peu vite dessus pour éviter toute normalisation, mais qu'en réalité c'est quand même pas tout à fait la logique des choses que de ne pas avoir de vie sexuelle? Qui veut répondre? Tout dépend de l'impact de cette normalisation que l'on veut faire porter finalement. Quand vous dites est-ce que c'est normal ou non, tout dépend si on sublime ou si on sublime pas. Si pour quelqu'un, au fond de lui, la sexualité est très importante et qu'il se dit je vais m'en passer, eh ben, il ne supportera pas bien. C'est peut-être pas normal, on parlait de conséquences psychologiques. Et quand je dis aigri, frustré, qui a été chier, on a fait d'ailleurs un personnage de bande dessinée pendant des années et des années, c'est donc bien des conséquences psychologiques. Si cette personne a trouvé que la sexualité était très importante et s'obliger à se passer de rapports sexuels, elle risque fort d'être aigrie, d'être mal dans sa peau et de s'ennuyer elle-même et d'ennuyer tous les gens qui sont autour d'elle. Maintenant, si cette personne sublime en faisant par exemple de la peinture, hein, ça on connaît, ou de la musique, et elle se fait un autre plaisir, il y a une soupape de ce plaisir qui lui permet à ce moment-là de pouvoir être équilibré. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas avoir de sexualité du tout, en tout cas de sexualité si on a d'autres investissements. Si on a d'autres investissements, ça me paraît tout à fait. Si la pression sociale n'est pas trop forte, parce que c'est souvent la pression des autres qui vous fait prendre conscience de l'absence de sexualité. Mais moi, je vois beaucoup de femmes, et beaucoup se passent parfaitement de sexualité. Elles me disent moi je suis tranquille, et souvent elles souffrent plutôt du tempérament de leur mari. Et donc celle-là, à mon avis, se passerait très bien de sexualité, elle s'en porte très bien. Ça c'est le constat, donc vous faites le constat qu'effectivement il y a bel et bien quand même au-delà de 30 ans pour les femmes, et peut-être un peu plus tard pour les hommes, des vraies difficultés et des risques de désert à un moment donné. Et à tous ceux qui nous regardent, qui sont peut-être dans cette situation, sans d'ailleurs éventuellement en avoir parlé, ni à leurs médecins, ni à leurs amis, on doit en côtoyer, il y en a peut-être parmi nous d'ailleurs. À tout cela, qu'est-ce que vous dites? Parce que, bon voilà, on a dressé le constat, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment agir? Comment se comporter? Que faire? Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, s'ils n'ont pas de plainte, comme on l'a souligné tout à l'heure, il ne faut surtout pas qu'ils tombent dans ce qu'on appelle la maladie des modèles, mais que s'ils ont simplement peur de rencontrer l'autre, s'ils ne savent pas comment rencontrer l'autre, s'ils ont quelque chose qui est de la dévalorisation personnelle, c'est vrai qu'on a des thérapies d'aide, des thérapies de désinhibition, des thérapies de remise de confiance en soi,
soi qui vont les aider à remettre en place les processus affectifs et de communication et qu'il ne faut pas qu'ils restent comme ça chez eux. Est-ce qu'il y a des comportements, sans trop généraliser, est-ce qu'il y a quand même des comportements, ou des traits de caractère d'ailleurs, qui peuvent générer une certaine solitude affective ou sexuelle? Est-ce qu'on peut faire à la fois le négatif et au contraire le positif? Sans aller du côté de la maladie, tous les célibataires qui nous regardent ne se sentent, comme vous le disiez tout à l'heure, pas malades. Ces gens-là, en fait, souvent ont une difficulté de comportement, c'est-à-dire qu'ils peuvent attendre soit une relation prête à l'emploi, c'est-à-dire tout de suite, alors qu'il faut apprendre à rencontrer l'autre. Parfois, le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est mais pourquoi tout de suite? Vous venez de prendre rendez-vous ensemble, vous pouvez aussi que sortir ensemble, aller au cinéma, aller aussi, faire quelque chose de banal. Et non pas je ne serai pas un homme si je ne fais pas tout, je ne serai pas une femme ou si je ne couche pas avec lui, il va me quitter, ou si je couche trop vite, il va me quitter, etc. Et ça ne cesse de tourner en fait dans la tête, alors qu'en fait il faut arriver à resituer soi-même ce qu'on en attend. Et à partir de là, cette relation peut se construire. Oui, ce sont très souvent des gens qui attendent trop de recevoir et qui n'ont pas conscience qu'il faut aussi donner. Il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que souvent, on a des gens qui viennent consulter, qui se sentent seuls, qu'on fait ce travail de thérapie brève avec eux, et que finalement, sans que rien de vraiment matériel n'ait changé dans leur vie, c'est-à-dire que si on regarde comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de modifié, et bien un beau jour, ils arrivent en vous disant, là, ça y est, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Ils ont appris à percevoir les choses différemment et à pouvoir changer leur champ de comportement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la sexualité est fragile et on l'a dit, effectivement, elle peut être perturbée par des événements extérieurs, d'autant plus graves, par exemple, comme la perte de son conjoint ou la mort de son partenaire, ou bien encore une séparation douloureuse lors d'un divorce. Écoutez ce témoignage et nous verrons après que on peut quand même, nous verrons comment on peut reprendre une vie quasi normale malgré ce drame. On a eu un accident de voiture en revenant du travail et avec mon mari. Mon mari était décédé sur le coup. Et c'est vrai que j'avais plus du tout goût à rien. C'était terminé. J'avais l'impression que ma vie était terminée aussi, que pour moi j'étais morte. Il n'y avait pas qu'un décès, mais il y en avait deux. Et c'est vrai que j'avais pas du tout envie de sortir, j'avais pas du tout envie de m'amuser. Vous étiez mariée depuis combien de temps avec votre mari, avec le père de vos filles? On s'est mariés en 72 et l'accident donc a eu lieu en 84. Donc ça faisait 12 ans. Et c'était un mariage heureux? Très heureux. Et malgré le chagrin, est-ce que vous imaginiez qu'un jour il était possible que vous refassiez votre vie, que vous reformiez un couple? Est-ce que c'était quelque chose qui... Pas du tout. J'ai jamais pensé que je pourrais... Ah non, pour moi c'était vraiment le néant. Une fois que j'étais installée à Tours, je me suis dit faut que j'arrive à m'en sortir pour les filles, qu'elles soient heureuses, qu'elles essayaient d'être gaies, la seule chose qui comptait c'était les enfants, c'était... Alors comment, dans ce contexte de chagrin, de peine, vous avez rencontré Michel? Vous cherchiez un père pour vos enfants? Pas du tout. Vous cherchiez un compagnon? Je cherchais rien, c'est arrivé comme ça, j'ai laissé ça se développer et c'est devenu quelque chose de beau. Et j'ai trouvé en même temps un père pour mes filles. La première fois que vous avez fait l'amour avec Michel, est-ce que vous avez eu peur un peu? La première fois, ça n'a rien donné du tout. La première fois, ça n'a vraiment rien donné. Et je me suis dit, ça vient peut-être de moi, c'est peut-être quelque chose de mort en moi. Et c'est vrai que la première fois, je me suis posé beaucoup de questions parce que... Ça s'est pas passé comme vous souhaitiez? Non, il y avait cet attrait, on avait très envie, mais c'est vrai que ça s'est arrêté là. Et par contre, la deuxième fois, ça s'est pas reproduit, ça s'est très bien passé. Vous estimez qu'il vous a épanoui? Pas complètement. C'est vrai qu'avec lui, j'ai vraiment senti mon corps revivre, alors que je croyais que j'avais un corps qui était mort et qu'il n'y avait plus rien à faire.
Alors, vous avez entendu Marie, elle a réussi à refaire sa vie. Je dirais que c'est arrivé un petit peu malgré elle. Est-ce que quand même, la perte d'un conjoint, la mort d'un conjoint, n'est pas sur le plan de la sexualité, je ne parle pas sur le plan affectif, ça paraît évident, n'est pas une cassure sur le plan de la sexualité? Ah, complètement. Complètement. Dans les couples, là, le cas de la jeune femme, c'est un couple heureux où il y a un accident et l'un qui disparaît. Ça a des exemples comme ça, j'en ai entendu souvent. J'ai pensé en écoutant ça à un patient. Là, c'était pas un accident, sa femme était morte d'un cancer, mais en 3 ou 4 semaines. Et il est resté 10 ans, sans être capable. Il se disait que c'était pas normal, il devait avoir 40 et quelques années, il n'avait pas d'enfant. Il s'est retrouvé tout seul, il se disait que c'était pas normal de rester sans activité sexuelle. Et il en était incapable. Il a essayé 2 ou 3 fois de se forcer, il n'y arrivait pas. Autrement dit, la mort, la maladie peuvent être vraiment des événements perturbants. De culpabilité vis-à-vis du conjoint, de tout ce qu'on lui a promis, et on a l'impression qu'on est en train d'outrepasser cela si on va ailleurs. Et je pense à une patiente qui m'a dit heureusement que mon mari, avant de mourir, m'a dit surtout ne reste pas seul. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé, en disant ça, il lui a enlevé ce poids de culpabilité qui lui a permis de pouvoir continuer sa vie autrement. Justement, M. Mimoun, vous dites qu'il peut y avoir, quand il y a une période d'arrêt plus ou moins longue, que ce soit pour l'homme et la femme, à partir du moment où tout d'un coup, peut-être que l'affectif, le désir reprend le dessus, il y a rencontre, ça a été le cas de Marie qui témoignait. Est-ce qu'il n'est pas, je dirais, quasiment normal, et j'y mets des guillemets, qu'il y ait un peu de frigidité, par exemple, chez la femme, au moment de cette première relation sexuelle avec ce nouveau partenaire, voire quelquefois une impuissance pour l'homme? Est-ce qu'il ne faut pas quasiment intégrer ce genre de de légère panne sexuelle? Tout à fait normal. Il y a une cicatrisation qui a été nécessaire, les gens ont cicatrisé. Est-ce que c'est assez fréquent? La cicatrice est douloureuse et c'est tout à fait fréquent, c'est normal. La cicatrice, mais il y a également il y a quelque chose à reconstruire, c'est-à-dire il y a un phénomène de réadaptation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à oublier pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Et c'est fondamental, parce que si on n'est pas dans la découverte de quelque chose de nouveau qu'on construit avec toutes les incertitudes et donc les frigidités et les impuissances éventuelles, à ce moment-là on est dans un processus de répétition morbide, c'est-à-dire qu'on chercherait à retrouver quelque chose d'antérieur à travers l'autre, et là c'est voué à l'échec, c'est-à-dire qu'on cherche à refaire et on ne refait pas. Donc il faut vraiment avoir fait un deuil, et que ce soit quelque chose de l'ordre d'un vrai deuil physique ou d'une séparation, je veux dire, c'est la même chose. Il faut que l'autre soit mis derrière. Mais cet échec que je mets entre guillemets ne doit pas dépasser combien de temps? Je veux dire qu'autant il peut y avoir effectivement des relations sexuelles un petit peu difficiles à un certain temps, mais à partir de quand il faut considérer qu'il faut peut-être s'en inquiéter et se faire aider en tout cas? C'est difficile de schématiser. Tout dépend des partenaires face à face et de la réaction de chacun. C'est-à-dire que si on tombe sur un ou une partenaire qui comprend le problème et qui va être tout à fait dans un processus progressif également de nouvelles connaissances, les choses vont bien se passer. Alors que très souvent, là où il y a problème, c'est quand, que ce soit un veuf ou une veuve, un divorcé ou une divorcée, c'est de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit et qui est déjà prêt et qui dit mais comment, mais tu ne fonctionnes pas, et alors quelque chose se met à augmenter l'inhibition et la peur de l'échec, et là on entre dans un cercle vicieux. Et là de toute façon c'est vrai que s'il n'y a pas de consultation, s'il n'y a pas d'aide, les choses vont se figer et il va y avoir un processus de séparation sur une relation qui est trop neuve et qui démarre sur une frustration. Donc